Charles Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau, un labo de recherche co-construction sur les biens communs. On a donné tout à l'heure un exemple de la réflexion de la maison de Courcelles justement sur la valeur des communs aujourd'hui. Xavier Roussinet. Xavier est directeur associé d'Opus 3. C'est un cabinet conseil spécialisé dans les politiques publiques, les projets territoriaux au profit de l'emploi, formation et de l'économie sociale et solidaire. Vous avez été à France Active, donc vous avez été à la grande école de Claude Alfandéry, je suppose. C'est une très très bonne école, paraît-il. Enfin, j'en témoigne. Isabelle Kunz, qui dirige le Centre d'information jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes, lieu de ressources pour les 12-30 ans, les familles et les professionnels. On parlera de votre fonctionnement, des soucis actuels que vous pouvez rencontrer dans cette éminemment grande région, éminemment mal gérée. Jean Huette, les petits débrouillards d'Occitanie, 6 départements, 35 salariés. Les petits débrouillards, c'est aussi une longue histoire. Vous nous en ferez un rapport condensé, évidemment, parce qu'on ne va pas s'étendre uniquement sur les petits débrouillards et l'historique. Et Juliette Bontemps, qui dirige la Ligue de l'enseignement de Haute-Marne, parce que voilà, la Haute-Marne est à l'honneur aujourd'hui, vous l'avez compris, mais c'est le hasard qui fait les choses. Charles Benoît, je sais que vous piaffez d'impatience, vous m'avez dit, ça fait 14 ans qu'on fait nos recherches, et enfin, on peut commencer à écrire les grandes lignes de cette recherche. Que s'est-il passé en 14 ans pour résumer la chose avec le Rameau ? Alors merci, parce que vous avez tout résumé. En fait, c'est une véritable joie pour nous d'être ici, parce que c'est vraiment l'aboutissement de tout un chemin collectif qu'on voulait partager et que cette expérimentation du FONGEP nous a permis de le faire. Alors je me propose d'avoir 3 temps, en 5 minutes, je vous rassure. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que le Rameau, finalement ? Deuxième point, qu'est-ce que ce cheminement collectif de 12 ans a permis de faire, qui permet justement d'expliquer les racines, quelque part, de cette expérimentation FONGEP. Et puis, 3e élément, finalement, quels sont les 3 enseignements qu'on en retire quand on est en proximité avec les têtes de réseau de proximité. Le Rameau est un laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun. Tout ça paraît compliqué et très à la mode, mais rappelez-vous qu'on a été créé en 2006, et donc laboratoire de recherche empirique, co-construction et bien commun, il aurait fallu à l'époque bien plus de 5 minutes pour expliquer pourquoi il était pertinent finalement de simplement poser la question suivante. Concrètement, comment pouvons-nous faire collectivement pour réduire les fragilités individuelles et collectives ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas urgent de sortir des silos pour essayer d'inventer ensemble des solutions ? Voilà l'hypothèse que l'on pose, et pour nous, le changement de paradigme très profond que cela pose, c'est qu'il faut passer de la culture du « ou » à la culture du « et ». Pendant 2 siècles, plus que ça même, on a essayé d'expliquer qu'il y avait un modèle qui était plus vertueux que les autres. Et donc on a focalisé toute notre énergie sur la performance. Eh bien nous, on pense qu'il y a une diversité des modèles, et c'est cette diversité des modèles qui permet la pertinence. Autrement dit, pas la valorisation d'une solution, mais la réponse très concrète aux besoins des personnes, des territoires et des organisations, et en priorité, des plus fragiles d'entre elles. Et dans cette logique-là, la question de l'alliance, finalement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, elle se pose vraiment comme un objet de recherche. Et 3 spécificités de nos recherches. D'abord, c'est quand il y a énormément de travaux qui sont faits, et c'est la culture du « ou », donc je ne suis pas du tout en train d'opposer, au contraire en train de dire comment on articule. Beaucoup de travaux existent sur les questions de valeur, on en a parlé, de gouvernance. D'autres travaux existent sur les questions de réglementation, de normes. Nous, on a voulu aller sur l'action de terrain. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Et une fois défini l'objet, il fallait savoir de qui on va observer. Et là encore, beaucoup de travaux existent sur la transformation de notre système politique. Beaucoup de travaux existent sur le pouvoir d'agir des personnes. Mais finalement, qu'en est-il des organisations ? Qui sont ces lieux de construction collective, intermédiaires, entre la personne dans son individu et le collectif du système politique. Et donc on a choisi résolument d'aller là-dessus. Et comme on allait là-dessus, c'est-à-dire l'action et l'organisation, il fallait nous donner un temps long. On ne fait rien en observation à moins de 10 ans. Pardonnez-moi, mais
si on regarde l'histoire, on a fait des travaux sur les mutations de l'intérêt général en France, 2000 ans d'histoire retracée, comment est-ce que ce concept-là, qui a pris des noms différents, a pu être évolué en fonction de nos évolutions et des besoins, finalement, des différents temps qu'on a créés. Si on ne se donne pas le temps long, eh bien, on ne voit pas les mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler au temps court. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur le temps long. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout de 18 mois, qu'est-ce qui est apparu dans nos travaux de recherche? Dès 2008, les deux mots clés aujourd'hui. La question du territoire et la question du modèle socio-économique. Et ce qui était très intéressant, c'est que ces mots-clés qui sont apparus, on a tout de suite compris que la problématique allait être la question de la sémantique. Tout le monde y met ce qu'il a envie d'y mettre. Mais comme nous avons sur ces deux termes-là aucune définition partagée, eh bien on a l'impression qu'on dialogue, et en fait on n'est pas du tout en dialogue. D'accord ? Chacun, finalement, réimpose derrière sa vision du territoire ou sa vision du modèle socio-économique, ce qui est sa conception du sujet. Et on est très loin de la co-construction du bien commun. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on prend le temps de redéfinir collectivement, non pas la définition, mais les définitions qui sont derrière ces mots-là. Et donc, on en arrive tout de suite à pourquoi est-ce qu'en 2008, on lance cette réflexion sur, finalement, modèle socio-économique. Et donc, on commence en 2008 et on se dit, bon, par quoi on va commencer? C'est compliqué. Et on se dit, tiens, il y en a un qui nous intéresse bien, c'est, à l'époque, il y a 40 ans, il y a des gens qui sont complètement dingues, qui pensent qu'un jour, ils vont pouvoir sauver les enfants des autres, et leur modèle économique, c'est de vendre des crêpes et des ballons. Et c'est bizarre parce que 40 ans après, on est devenu leader mondial des thérapies génétiques et cellulaires grâce à la folie de gens qui pensent qu'un jour c'est possible. Commençons par là, et puis on verra. La FM et le Téléthon. Tout le monde aura reconnu, dans cette pièce j'espère, peut-être pas en dehors de cette pièce, mais dans cette pièce, la FM Téléthon. Et on regarde une quarantaine de modèles socio-économiques, de structures d'intérêt général, puisque bien évidemment, on avait pris les structures d'intérêt général parce qu'elles ont la force d'être les plus complexes des modèles socio-économiques. Et donc, on en a vu une quarantaine, des grandes, des petites, de différents secteurs. Et au bout d'une quarantaine, au bout de 3 ans, on commence à dire, on commence à avoir un peu de matière. Ça se poursuivra, puisque on a fait sur plus de 200, l'analyse sur plus de 200 modèles socio-économiques de structures d'intérêt général. Donc, quelque part, ça se finit pas. Il s'agit c'est une recherche par la pratique de terrain, donc qui évolue tous les jours. Mais au bout de 3 ans, on se dit, ça y est, on commence à avoir un peu quelque chose qui commence à vouloir donner un peu de sens. Comment est-ce qu'on ressort quelque chose de ça, de cette pratique de terrain? Et là, il se trouve qu'on a la chance de rencontrer le directeur général de la Croix-Rouge française qui nous dit, Olivier Brault, Olivier me dit, mais vous savez, cher Benoît, comment est-ce qu'on peut donner du sens à 80 métiers qui ont des modèles économiques différents et sur cette question de modèle économique quand on s'appelle la Croix-Rouge française? Et là, je me dis, tiens, ça c'est le moment de commencer sur une modélisation collective. C'est-à-dire qu'on a pris cet exemple-là pour savoir si ça marchait, premier point, et surtout, on a commencé à mettre en discussion avec nos amis du mouvement associatif, CPC à l'époque, de la Fonda, de l'Avis, de France Active, de l'ensemble des acteurs qui accompagnaient ces acteurs-là. Finalement, voilà nos premiers résultats. Franchement, on met ça autour de la table. Et est-ce qu'on peut faire une montée en généralité qui ne soit pas une modélisation dans le sens on va enfermer dans des modèles, mais une modélisation dans le sens on va laisser la liberté à chacun de choisir et de réinventer par rapport à ce qui existe où est-ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de faire? Et ça, c'était passionnant, et ça a duré 3 ans, et au bout de 3 ans... Ça a été accepté par tout le monde. Ça a été un long... La co-construction et la sémantique partagée est un long travail. Non, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut au minimum 10 ans. Et à 10 ans, je peux vous dire, on est au milieu du chemin. On n'est absolument pas arrivé au bout. On est dans des transformations. Nous, dans nos travaux de recherche, au départ, quand les mots étaient, comme ils sont tellement valises que voilà, on appelle ça des spuns. Voilà. Si à un moment donné, un mot vous gêne, vous remplacez par spuns, et on va inventer ensemble ce que ça veut dire derrière. Parce que, en fait, les mots sont bloquants sinon. Parce que c'est les idéologies qui ressortent. Or, moi, on parle de la réalité, la pratique de terrain. Comment, très concrètement, un dirigeant associatif, un dirigeant élu de terrain, un dirigeant d'entreprise en territoire, comment, très concrètement, un chercheur en territoire, comment, concrètement, il est confronté à cette réalité dans sa vraie vie de tous les jours. Comment est-ce qu'il met ça en œuvre? Comment est-ce qu'il peut faire en sorte que ça soit transformateur? Et donc, bien évidemment que ça a suscité des tas de débats et que ces débats sont encore ouverts et continueront à être ouverts, et j'espère pour les 150 ans à venir, mais quelque part, au moins on commence à arriver à une base partagée et partageable surtout. Et là, en 2014, on publie, 3e étape, comment est-ce qu'on passe finalement de cette réflexion partagée à l'outillage très concret des organisations et des territoires. Pourquoi? Parce que si on veut que le débat puisse se poursuivre,
Il faut que ce soit les acteurs de terrain qui nous disent ce qu'ils en pensent. Et donc, on commence par une note portée par le mouvement associatif, et on continue, et ça nous prendra 3 ans, par une capitalisation de l'ensemble de ce qu'on a pu y voir, des exemples, des outils, des méthodes, voilà, qui sont mis à disposition sans prédéterminer quel est le meilleur pour chacun, puisque chacun doit redéfinir à partir de ça. Et dernier élément, et le plus important peut-être, c'est en 2016, on dit, bon, c'est très bien, tout ça a été fait, 9 ans, voilà, on commence à avoir quelque chose qui commence à... Bon, bien sûr, on a des remontées de territoire, hein, qui nous disent, oui, ça, moins, ça, tiens, ça serait bien de l'impulser un peu comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très vivant, ces outils, ils vivent tous les jours. Et on se dit, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on dépasse, finalement, le simple cadre de ceux qui ont eu la chance d'expérimenter. Parce que, derrière, notre problématique majeure, elle est là. Et c'était très bien dit dans l'intervention précédente, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où si c'est limité simplement à quelques-uns qui ont eu la chance de pouvoir faire cette expérimentation-là, eh bien, quelque part, ça ne va pas être transformateur. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser cette appropriation. Réellement, des outils existent, des méthodes existent, il en existe plein. On en a vu 4 aujourd'hui, enfin entre hier et aujourd'hui, et il y en a encore plein sur le... Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que les acteurs qui ont envie de monter puissent monter dans le bateau, et non pas en fonction d'une solution qu'on leur impose, mais finalement d'une diversité de possibilités qui, en fonction de leur objectif et de leur maturité, leur correspondent. Parce que c'est ça la véritable écosystémie. C'est de ne pas dire tel outil ou tel modèle ou tel choix est meilleur que les autres. C'est-à-dire, voilà la diversité de ce qui existe, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et c'est là où l'expérimentation, la recherche-action du FONGEP est arrivée au même moment que 2 autres recherches-actions sur les parcours que l'on a mis en place, l'un avec le CGT sur la co-construction territoriale et l'autre avec la GEPVA sur les alliances innovantes, troisième levier du modèle socio-économique. Et ce qui est très intéressant, c'est de dire, mais maintenant, cheminons collectivement avec des acteurs pour concrètement se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ces outils, est-ce qu'ils servent, est-ce qu'ils ne servent pas, et concrètement, comment est-ce qu'on va les partager plus largement. Et cette recherche-là arrivait au bon moment. Alors, quels sont les 3 enseignements auxquels on arrive ? 3 enseignements qui viennent corroborer nos intuitions d'il y a 12 ans, parce qu'effectivement, avant les 18 mois premiers, puisque ça fait 14 ans, mais on peut vraiment avoir 12 ans sur le modèle socio-économique, quelque part, premier point, il en va du modèle socio-économique comme des outils informatiques. Si on n'en comprend pas l'usage, c'est eux qui nous dominent. Et ça, c'est grave. Je veux dire, la question ça n'est qu'un outil au service d'un projet. Oui, comme le numérique n'est qu'un outil au service des projets. Mais quelque part, si on n'en comprend pas les clés, alors, eh bien finalement, inexorablement, il y a un moment donné où c'est lui qui vous rattrape. Et donc, si on veut vraiment des structures autonomes, et moi j'y crois, que ce soit pour les collectivités territoriales, que ce soit pour les associations d'intérêt général, que ce soit pour les acteurs économiques dans leur diversité, que ce soit... Et pour avoir des acteurs autonomes, il faut qu'ils aient la possibilité de faire leur choix. Et donc, comment fait-on la pédagogie de la diversité, finalement, des leviers qui sont à disposition ? Deuxième point. Donc c'est un outil, mais c'est quand même un outil extrêmement structurant, et on a vu comment il pouvait être enfermant. Et le témoignage juste avant de Jean-Louis Laéville et de ses travaux de recherche montre à quel point, l'histoire nous a montré à quel point, si on ne le maîtrisait pas, finalement, il pouvait être... L'économie, hein, qui a différencié de la financiarisation, hein, c'est quand même l'équilibre de la maison. Hein. Donc si on n'a pas une maison équilibrée, pardonnez-moi, mais il y a un moment donné où elle s'effondre. Hein. Et le grand drame d'aujourd'hui, c'est qu'on confond financiarisation et économie. Et donc, quelque part, redonnons le sens au mot pour que chacun se l'approprie. C'est l'ambivalence. Une entreprise, l'économie ou non d'entreprise, c'est d'enrichir un capital et de se nourrir de sa production. Une association fait des économies. Oui, alors, cette définition de l'entreprise, pardonnez-moi, mais pour travailler depuis très longtemps dans le milieu de l'entreprise, pour être moi-même issu d'entrepreneurs de génération en génération, aucun des entrepreneurs que j'ai rencontrés, d'accord ? En tous les cas, je parle des PME, je parle des TPE. Aucun des entrepreneurs que j'ai rencontrés n'ont entrepris pour pouvoir faire de l'argent et dans mon expérience, d'accord ? Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que attention de ne pas stéréotyper,
De la même façon que quand je suis dans le milieu de l'entreprise, je vais dire, attendez, arrêtez de stigmatiser les associations. Ou quand je suis dans le milieu des élus, arrêtons de stigmatiser je les praticiens. schématisais pour l'ambivalence. Oui, mais c'est ça l'antithèse de la co-construction du bien commun. C'est de poser des étiquettes aux gens qui sont en face. Et vous avez rappelé l'étymologie, l'équilibre du... Exactement. Deuxième constat. Et pour moi, c'est un constat qui est extrêmement inquiétant, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, on a impulsé et on a commencé nos travaux de recherche sur les modèles socio-économiques par les structures d'intérêt général. Il faut absolument collectivement que nous réaffirmions, mais fortement, la différence entre un modèle socio-économique d'intérêt général et un modèle socio-économique d'opérateur d'utilité sociale. Pourquoi ? Parce que dans la réalité des chiffres, nous avions 49% du financement associatif qui était en dehors d'un revenu d'activité en 2006 sur 70 milliards. Aujourd'hui, nous sommes certes à 113 milliards, mais 66% est du revenu d'activité. Là, on n'est plus dans des missions d'intérêt général. On est dans un opérateur de proximité. C'est très bien. Mais les deux premières fonctions du secteur, avant d'être un opérateur de proximité, c'est le lieu de l'engagement. C'est le lieu de l'engagement. Et je rappelle qu'il est interdit par la loi, et c'est l'URSSAF qui le rappelle, d'utiliser des bénévoles pour une activité économique. Et c'est normal. Sinon, moi, j'aime bien toujours prendre ce sujet-là. La Cour des comptes, tous les ans, dit à la Poste que, franchement, ils sont nuls. Pourquoi ils sont nuls ? Parce que si c'était un acteur économique comme les autres, il faudrait qu'ils aient 5 000 points de contact et pas 17 000 points de contact, et il faudrait grosso modo qu'ils aient 80 000 salariés. On fait quoi ? On licencie 200 000 salariés à la Poste pour dire vous allez être bénévole pour distribuer dans les territoires ruraux, ou on se dit on peut penser l'économie un peu plus intelligemment que ça. Ben moi je suis de sa deuxième version. Mais oui, la Poste, dans sa mission de service public, elle est bien opératrice et elle a bien cette fonction-là. Ça n'est pas la même que celle de le lieu de l'engagement, qui est celui pour porter l'engagement bénévole. Et le deuxième point qu'on a complètement oublié, et qui pour moi est l'erreur, mais stratégique des 30 dernières années, c'est que c'est avant tout le lieu de l'observation des besoins. On ne manque pas de solutions. On manque d'une compréhension fine des besoins. Et ce rôle de R&D, pardonnez-moi, mais je ne connais aucun acteur économique, quel qu'il soit, public, privé, qui sache faire de la R&D rentable. Donc si la solution pour financer de la R&D, c'est de devenir opérateur de proximité, nous perdons la R&D. Les entreprises, alors là, les entreprises grosses ou petites, nous l'ont démontré. On ne peut pas, dans un modèle économique aujourd'hui, avoir un modèle économique qui, par l'activité, crée suffisamment de marge pour intégrer une véritable démarche de R&D sociétale. Et donc, soit on pense que le secteur associatif est vraiment porteur d'innovation, vraiment porteur, mais il est vrai, hein, pas celle où on pose un coup de ripolin et on se dit celles qui vont structurer notre société dans les 60 ans à venir, et dans ce cas-là, il faut qu'on investisse dedans. Soit on pense que c'est exclusivement un opérateur d'utilité sociale, et dans ce cas-là, il faut aussi investir dedans, mais c'est pas la même chose. Et en revanche, tant que les associations n'auront pas fait leur choix de savoir dans quel camp elles souhaitent être, eh bien, quelque part, si elles ne font pas ce choix délibérément, c'est elles qui sont perdantes. Et ça, pour nous, c'est le deuxième point. Et le troisième point, pourquoi avoir fait les têtes de réseau de proximité ? Et rapidement, je conclue là-dessus, mais c'est fondamental. Pourquoi est-ce que pour nous, avoir choisi de faire... Parce que ça, ce que je vous ai dit sur les deux premiers points, il n'y avait pas besoin de faire l'étude du FONGEP pour le dire. D'accord ? Ça, on l'avait vu. Ça, ce que nos débats au sein des têtes de réseau de proximité ont confirmé, c'est comment ça résonnait, finalement, dans quelque chose qui est essentiel pour nous. Et c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir fait sur les têtes de réseau de proximité. C'est qu'en fait, elles cumulent deux handicaps. D'abord, le premier handicap, nous n'avons collectivement, et là je dois rendre hommage à tous ceux qui sont dans la salle, nous n'avons collectivement pas su consolider, y compris dans leur modèle économique, les têtes de réseau associatifs. Et pour moi, il y a une défaillance globale. On a su le faire sur les syndicats de salariés, on a su le faire sur les syndicats patronaux, on a su le faire sur les associations d'élus, on n'a pas su le faire pour les associations d'intérêt général. C'est une erreur collective majeure. Mais ce premier pas passé, parce que finalement, créer du collectif, la co-construction du bien commun, il faut déjà commencer chez soi, c'est pas facile. Je pense que toutes les têtes de réseau qui sont là savent que c'est pas un long fleuve tranquille. Mais le deuxième point, c'est quand on est en proximité, alors on est confronté à une deuxième difficulté aujourd'hui. C'est qu'en fait, le premier kilomètre des besoins, d'accord, qui est forcément vertical,
qui est forcément horizontal, parce qu'il couvre tout l'ensemble des sujets. C'était absolument extraordinaire d'avoir ce qui se passe du côté de Langres, parce que c'est ça la réalité, c'est que tous les sujets sont mélangés sur un territoire, avec le dernier kilomètre de la capacité d'action qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet. Et quelque part, cette logique-là, qui sort largement du débat stéréotypé sur top-down, bottom-up, pour sortir dans la transversalité d'un territoire versus l'horizontalité de toute réflexion, eh bien, quelque part, là, les têtes de réseau de proximité, elles cumulent les deux handicaps. C'est que, comment est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de la différence de ce qui se passe à Langres, de ce qui se passe à Bressuire, de ce qui se passe à Lyon ou à Marseille. C'est pas les mêmes réalités. Et on parle de la même chose. Et en même temps, comment on se dote d'une capacité collective à faire système, c'est-à-dire à une capacité de se nourrir de ce territoire. Et en fait, le point, vous savez, c'est comme dans les chaînes, hein, c'est le maillon le plus fragile dont il faut en priorité s'occuper. J'appelle aujourd'hui à ce que collectivement, non seulement nous nous occupions des têtes de réseau et qu'on investisse lourdement dans les têtes de réseau, mais qu'avec encore plus de soin, on regarde la réalité des têtes de réseau de proximité. Si nous ne faisons pas ça, et c'est vrai pour le secteur associatif, comme pour les acteurs publics, comme pour les acteurs économiques, comme pour les acteurs académiques, si nous ne faisons pas ça, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intermédiaire entre le territoire et l'expertise des différents sujets, alors, non, nous ne pourrons pas co-construire le bien commun. Bon, c'est dit. C'est la première fois que j'entends l'utilisation à bon escient de « en même temps ». Merci. Mais nous, on a parlé du mouvement En Marche bien avant qu'un acteur public s'en saisisse, donc c'est difficile quand les mots, on prend les mots sur lesquels on a travaillé. Je vous ai dit, déposez-les à l'INPI, quoi. Ça, je sais pas ce qu'on aurait trouvé à la place d'ailleurs. Xavier, on va venir après sur ce que vous avez pu faire ressortir des rencontres avec nos associations, à commencer par Isabelle, qui dirige donc on dit CRIGE, hein, plus Merci. Simplement. Oui. J'aime pas CRIGE, on a l'impression que c'est un cri. Le Centre d'information jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes. Donc j'ai dit, non, j'ai pas dit 17 salariés hein, aujourd'hui, avec des besoins urgents d'équilibrer, de trouver l'équilibre dans votre logis. Vu la situation, vous inventez beaucoup de choses, vous avez peu de moyens pour communiquer, et vous subissez la coupe franche de Monsieur Vauquier. Exactement. Alors, juste pour revenir un petit peu et expliquer à ceux qui ne connaissent pas encore le réseau Information Jeunesse, le Centre régional Information Jeunesse, c'est une tête de réseau régionale. Nous sommes centre de ressources pour tous les jeunes 13-30 ans, leurs familles, les professionnels de jeunesse, les techniciens et élus des territoires. On est une tête de réseau sur 12 départements, Auvergne-Rhône-Alpes, 122 structures information jeunesse sur le territoire. Et notre rôle est d'apporter l'information fiable et à jour à tous les jeunes dans tous les domaines qui les intéressent. Donc, une thématique large qui va de l'orientation, la recherche de job, de logement, la santé, la mobilité internationale. Enfin, dès qu'un jeune a une question, il peut s'adresser à une structure information jeunesse. On va lui apporter les éléments de réponse, on va l'éduquer à l'information, on va lui permettre de trouver les éléments qui lui permettent de construire son parcours, son chemin, et de lui permettre d'être un citoyen éclairé, de trouver sa place dans notre société et de devenir autonome. Alors évidemment, tout ceci se fait avec des professionnels formés, un conseil d'administration dynamique et agile. Et nous venons de passer à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui ne s'est pas fait simplement, évidemment, pour les raisons que vous avez citées. Et nous avons travaillé un nouveau projet associatif ambitieux qui se veut viable et pérenne pour les 3 prochaines années, en sachant que notre structure tête de réseau régionale subit de plein fouet une gouvernance régionale qui n'appuie plus le monde associatif. Donc comment se sortir de tout cela ? On peut dire concrètement, Isabelle, vous êtes passée de 400 000 € de la part de la région à 50 000. Oui, tout à fait. Avec demande officielle de la région de développer l'information jeunesse sur les 12 départements. Alors heureusement que nous sommes agiles et nous avons bien pris soin d'écouter tous les conseils
que nous avons pu étudier ensemble lors de l'expérimentation FONGEP. Nous avons effectivement un modèle économique sur lequel nous voulons évoluer, ne plus tenir compte de subventions de fonctionnement qui ne font que de baisser, d'aller vers des subventions sur action en prenant bien en compte tous les besoins sur la partie plaidoyer, qui est pour nous vitale, c'est-à-dire comment on va financer maintenant notre action de présentation de ce qu'est le réseau Information Jeunesse, à quoi ça peut servir, quelle est la plus-value sur les politiques territoriales pour pouvoir trouver de nouvelles sources de financement locales, des départements, des collectivités, mais aussi de nos partenariats avec les entreprises. Parce que grâce à nos forums job d'été, on a de très bons contacts avec nos entreprises. Comment on peut créer une mutualisation, une optimisation de ce bon contact pour financer des actions sur les territoires au bénéfice des jeunes. Je rappelle que le réseau Information Jeunesse propose un accueil inconditionnel des jeunes. C'est gratuit, c'est anonyme. Comment on peut continuer à apporter ce service avec les valeurs qui sont les nôtres, avec des financements qui ne font que baisser? Et comment pouvoir développer quelques petites prestations tel que nous le permet l'URSSAF et pas plus, c'est-à-dire maximum 63 000 € par an. Donc, pour trouver des financements nouveaux, nous avons des prestations où nous formons des adultes, des élus sur le développement de politique jeunesse sur leur territoire. Et ça, évidemment, ça nous fait un peu rentrer d'argent. Mais pour tout cela, il faut une expertise, donc il faut des professionnels formés, il faut un conseil d'administration dans lequel nous avons fait rentrer un collège de jeunes, pour aussi avoir les jeunes au sein même des réflexions qui sont les nôtres. Et on travaille actuellement à la création d'un comité des financeurs pour les mettre tous autour de la table face à leur réalité et à leur responsabilité. Que veulent-ils pour la jeunesse de leur territoire et comment on peut la co-construire ensemble avec des financements adaptés? On parle évidemment d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais il ne s'agit pas de jeter le feu uniquement sur cette seule région, le seul personnage, parce que vous m'avez dit, seule personnalité politique, parce que vous m'avez dit que le CRIJ Normandie subit les mêmes coupes avec des licenciements à la clé. Alors, il y a eu des licenciements au moment où on a arrêté toutes les subventions de la région, pour d'autres raisons, mais voilà. Aujourd'hui, ils ont pu recréer du lien, et bonne nouvelle, depuis quelques jours, ils recréent des postes. Mais ça a été très dur les 2 premières années de la nouvelle mandature. Ouais. Recréer du lien, comme vous avez beaucoup de fonctionnalités, que vous avez différents interlocuteurs, on commence par les élus, est-ce qu'il n'y a pas de l'information, de la formation des élus à réaliser? Exactement. Nous avons démarré depuis quelques temps, notamment sur l'Ardèche, un territoire rural, où les élus des communautés de communes sont venus nous voir en nous demandant qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en plus sur la politique jeunesse qui existe déjà et ne pas faire doublon, comment optimiser sur un territoire très rural. Du coup, on a travaillé avec eux la réalité de ce qui existe sur chaque territoire. Nous, on est des spécialistes de l'information et de la donnée, donc on est venu leur présenter la réalité des données sur leur territoire. On leur a expliqué ce qui se faisait déjà et ce qui manquait, les trous dans la raquette, et peut-être, s'ils avaient envie, comment on pouvait construire ou co-construire une politique jeunesse adaptée aux besoins et des jeunes et des habitants du territoire. Donc vous avez fait un service itinérant voilà, en Ardèche. On a créé 2 infotrucks ou bus info-jeunes qui se baladent sur les vallées les plus éloignées, ce qui a permis d'être financé par plusieurs communautés de communes. Et on a mis autour de la table tous ces élus pour montrer quels sont les apports et la plus-value de l'information jeunesse sur ces territoires, mais surtout pour travailler avec eux la réalité de leurs besoins. Xavier, vous voulez réagir, intervenir par rapport à l'exemple type des CRIJ? Oui, comment dire, volontiers. Effectivement, enfin, ce que dit Isabelle rapidement et sans s'appesantir, c'est que c'est vrai qu'on est dans une situation qui est assez ubuesque parce qu'on est dans un effet ciseau très fort entre à la fois un élargissement du territoire, parce qu'on rajoute les départements d'Auvergne et un territoire qui était déjà grand, et en même temps, dans la même, alors je réutilise le en même temps, parce que là c'est un vrai en même temps temporel, on est dans une diminution importante des financements de la région et des financements de l'État, et cerise sur le gâteau, on est aussi sur une région Auvergne où on a aussi d'autres acteurs qui continuent d'intervenir sur le sujet de l'information jeunesse. Donc on est quand même dans un moment de rupture et de crise qui est quand même très, très important, qui n'est pas
ce que rencontre l'ensemble des têtes de réseau qui ont participé à l'expérimentation FONGEP. Là, je pense qu'on a l'archétype d'une situation explosive, qui est, encore une fois, qui est assez exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, mais je le redirai peut-être tout à l'heure, c'est quand Isabelle dit qu'il y a un enjeu de mettre les élus et les acteurs devant leurs responsabilités, c'est assez intéressant parce que la démarche est une démarche de transformation du CRIJ dans son offre de services, comme on l'entend là, dans son mode de fonctionnement, dans son modèle économique et son modèle de ressources humaines, puisque licenciement, réaffectation, mobilisation différente, etc. Mais par contre, ça n'est pas possible ni durable de faire ce travail-là si on ne le fait pas avec l'ensemble des parties prenantes externes, c'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens. On aurait une structure qui prendrait les contraintes des autres, ou les demandes, ou les injonctions paradoxales, qui chercherait des solutions, qui en trouverait jusqu'à un certain niveau, mais qui ne serait pas capable de réinventer un projet qui aurait suffisamment de valeur, suffisamment de sens, suffisamment de durabilité sur le territoire. Et donc, pour ça, et je pense que le comité des financeurs dont parle Isabelle est très intéressant dans cette logique-là, puisqu'en fait, on a besoin, et ça, je crois que c'est un élément qui a été partagé par d'autres têtes de réseau de proximité qui ont été dans cette expérimentation FONGEP, on a besoin, dans un certain nombre de cas, de réinventer des espaces de discussion et de dialogue qui ne sont pas ceux auxquels on est habitué aujourd'hui, c'est-à-dire le comité de direction salarié, le conseil d'administration, la gouvernance, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne peuvent pas être abordés dans ces lieux-là, et que si on veut se donner les moyens de réinventer le projet, on a besoin de créer des espaces qui sont pas ceux-là. Ça peut être temporaire, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'inventer un lieu qui soit concurrent des instances notamment de décision, mais par contre on peut avoir besoin d'un espace intermédiaire qui nous permet, de nous acheter du temps, et de permettre en fait à des parties prenantes, et en particulier à des financeurs, d'exercer leurs responsabilités et pas seulement d'exercer leur droit de veto ou d'énoncer à haute voix des envies sans en assumer les conséquences. Et donc ça, je pense que ce point-là est important, et dans une logique d'éducation populaire, je pense que de responsabiliser les parties prenantes dans la construction finalement du projet de demain, le projet je ne sais pas ce qu'il est, 3.0, 4.0, 5.0, c'est un élément qui est déterminant. Voilà, et je pense que cette solution qui a été prise, c'est une solution technique, mais c'est une solution qui en fait est à articuler et à penser par rapport à un vrai enjeu de transformation de l'organisation. Je vais encore le frustrer. J'accorde 2 secondes à Charles Benoît. Juste, parce que là, on est vraiment dans le principe de réalité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et par exemple, vous disiez très justement, finalement, on voit qu'il y a de moins en moins de subventions de fonctionnement, de plus en plus de subventions par action. Mais il y a une pédagogie à faire. Nous, ce qu'on dit, c'est que toute structure d'intérêt général qui ne dit pas qu'il faut 30% au-delà du coût de l'action à intégrer, parce qu'il y a la capitalisation, parce qu'il y a le plaidoyer, parce qu'il y a les frais de fonctionnement, oui, 5-7%, on est tous d'accord. Mais il y a l'évaluation, une vraie évaluation, pas celle qu'on nous impose. Et objectivement, je ne connais aucune structure, et je peux vous dire qu'on a fait l'exercice sur plein, à moins de 30% de coûts transversaux, indépendamment des coûts directs de l'action. On ne peut pas mener durablement une action d'intérêt général. C'est cette pédagogie-là qu'il faut faire. Vous voulez du financement de projet ? Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, ne me dites pas c'est du financement de projet avec 5% de frais de fonctionnement. Ça, c'est dans les rêves. Je ne connais aucune structure capable de le faire. Même pas durablement une association d'intérêt général. Donc, quelque part, c'est aussi la pédagogie de dialoguer avec les outils des autres pour dire comment est-ce qu'on réintègre avec leur logique ce que l'on est soi-même. Et il ne s'agit pas de dire oh, oui, on va faire. Il s'agit de dire non, moi, je veux bien faire. Et c'est ça la responsabilisation des partenaires. C'est de leur dire, moi je veux bien faire et rentrer dans cette règle du jeu. Mais dans ce cas-là, il faut que vous compreniez quelles sont les conditions pour que je puisse le réussir. Alors, ça ne réussit pas tout le temps. Mais si ça, ce n'est pas la pédagogie qu'on doit faire, alors on risque de se tromper. Jean Huet, les petits débrouillards d'Occitanie. Oui, il y a un micro. Quand on dit petits débrouillards, c'est comme si on parlait des biscuits lus ou du chocolat poulain. Sauf que c'est peut-être pas tout à fait le même âge quand même. Non, c'est pas le même âge. C'est vrai que le mouvement des petits débrouillards, que vous devez peut-être connaître, mais a une trentaine d'années, est né dans les années 80 en France. C'est un nom, effectivement, qui résonne bien pour ce que l'on fait. Petit à la fois parce que ça renvoie peut-être à cet âge de notre vie où il y a une curiosité qui est extrêmement forte. Et c'est ce qu'on cherche à propager dans notre action quotidienne. C'est-à-dire la curiosité, l'envie de s'éveiller, de rester toujours ouvert, finalement, à l'évolution du monde qui nous entoure. Et débrouillard à la fois parce que on se débrouille, on va parler de modèle socio-économique, on voit bien qu'on essaie de se débrouiller en tout cas, et de faire soi-même pour comprendre.
Ça, c'est un point important et c'est un point essentiel. Mais c'est aussi ôter le brouillard. C'est-à-dire des fois lever un peu le voile, essayer de voir avec plus de clarté les choses sans donner des réponses. Mais en tout cas, essayer d'observer quelque chose avec les éléments de base. Et c'est pour nous la démarche scientifique qui est faite d'hypothèses, d'expérimentations, de pratiques, de tests, etc. Et c'est d'ailleurs c'est ça à l'origine, c'est la transmission d'une culture scientifique. Exactement, c'est la transmission de la culture scientifique, mais non pas comme transmission d'un savoir scientifique qui est vrai et tout le reste est faux, mais plutôt la transmission de la pratique scientifique. Donc finalement, dans notre quotidien, y compris dans le travail, on est souvent à essayer de faire ça, de l'hypothèse, c'est ce que vous avez fait aussi. Donc c'est un peu ce qu'on pratique régulièrement. Et moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de pratiquer au Petit Débrouillard en arrivant. Je suis arrivé en août 2017. Et quand donc c'est une association régionale, Occitanie maintenant en plus, donc une taille de région assez conséquente, presque. Avant vous étiez Languedoc-Roussillon. Avant on était Languedoc-Roussillon et on est devenu Occitanie malheureusement du fait de la disparition de notre camarade collègue midi-pyrénéen. Donc situation justement, un modèle socio-économique fragile et qui a fait à un moment donné, qui a amené à la disparition. Et Languedoc-Roussillon étant un peu plus solide à ce moment-là, même si les bases sont instables, a essayé de soutenir l'activité, soutenir aussi les collègues qui étaient là-bas et de relancer l'activité sur les territoires, en tout cas Tarbais et Toulousain. Donc on est devenu Occitanie et c'est vrai que donc c'est en début 2016. Moi je suis arrivé en août 2017 et finalement une des premières choses que je me suis rendu compte c'est que ok on est région Occitanie mais en fait on est surtout département parce qu'on n'a pas l'habitude de se côtoyer et de se fréquenter à une échelle de cette taille-là et on n'a pas encore intégré dans notre culture associative ce fait territorial nouveau. Donc ça c'était un point important et comme beaucoup dans l'association, on l'a bien dit, c'est le projet qui nous porte avant tout. Mais de plus en plus, le projet nous porte, mais on sait qu'il y a le temps de gestion, l'organisation pour faire tous les projets qu'on veut mener. Et je sentais bien aussi un essoufflement des équipes salariées, non pas à porter le projet, toujours une forme d'engagement, même si c'est pas ce qu'on leur demande à l'origine, mais on sent bien dans un projet comme le nôtre un engagement autour de la démarche scientifique. On n'est pas des docteurs, on est des animateurs, mais qui ont souci de partager la pratique scientifique. Et puis, dans une structure comme la nôtre, aussi un essoufflement, une absence, voire des fois du bénévolat. Donc quand même un projet associatif, en tout cas, à discuter, à remettre en musique. Et donc une des premières choses nous qu'on a essayé de mener en 2018, c'est redéfinir un plan stratégique. Non pas avec l'intérêt d'avoir un document final qui sera notre texte fondateur, mais en fait de prendre un chemin collectif pendant 6 mois. On a été accompagné par une stagiaire en Master 2 économie sociale pour faire des entretiens, faire des échanges, entretiens individuels, échanges collectifs, etc. pour en fait mettre un peu sur la table tout ce qui va, tout ce qui ne va pas et essayer de tracer un peu une ligne commune. On a tracé une ligne commune, on a eu un plan stratégique qui est assez intéressant, qui essaie de donner des signaux de ce qu'on aimerait faire et de la manière dont on aimerait se structurer. Mais surtout, ça nous a permis pendant 6 mois aussi de revivre ensemble en fait et de refaire collectif. Et j'ai beaucoup aimé ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'organisation, qui ne doit pas être juste un élément factuel, mais qui est bien un élément aussi structurant de nos modèles socio-économiques. C'est-à-dire que la manière dont on s'organise, la manière dont on vit notre projet associatif, a un impact sur notre modèle socio-économique. Et le temps démocratique, qui paraît souvent le temps long, etc., moi je l'ai bien vu dans ma structure, oui, on a multiplié les temps de rencontre à l'échelle régionale, donc on a aussi multiplié les moyens à allouer à ça. C'est du temps, c'est de l'argent, mais le gain collectif que nous avons, de mieux nous connaître, de mieux partager, il n'est pas mesurable et on n'a pas pris le temps de le mesurer. Mais 1 an après, nous le constations collectivement quand nous nous retrouvions encore en janvier 2019, la dynamique qu'on avait réussi à mobiliser depuis 1 an. Et en vous écoutant, Jean, si vous permettez, les remises en question sont permanentes dans le milieu associatif, sauf que j'ai quand même le sentiment qu'avec la loi NOTRe et le nouveau découpage administratif, vous avez eu là une secousse tellurique qui vous a fait repenser complètement votre système de fonctionnement. Oui, et c'est ça, et on est encore dans cette phase-là, c'est-à-dire que là on avance et l'accompagnement nous a permis de se poser aussi sur notre modèle socio-économique. C'est-à-dire que chose que l'on fait rarement, et parce qu'on ne l'intègre pas dans notre temps aussi, c'est se regarder. Là, du fait de la région, c'est contre nature de parler de modèle socio-économique. Alors oui, on a et l'accompagnement FONJEP était intéressant pour ça, c'est qu'on s'éduque. Et c'est pas, on s'éduque bien collectivement. C'est-à-dire qu'entre nous, entre équipes, on a de plus en plus parlé de modèles socio-économiques. On parle d'un tabou des fois de l'excédent. Dans le monde associatif, c'est souvent un tabou parce que à qui profite c'est un crime, même si le crime est collectif et qu'il profite à tous, ça apparaît souvent comme un crime. Donc, à quoi sert cet excédent ? Quelle est la démarche ensuite que l'on entreprend ? Donc,
on est dans une phase, et elle n'est pas finie, mais où effectivement on s'éduque. Et là, on vit cette année, nous, un déficit qui est lié à toute une série d'investissements que nous avons engagés en 2018, investissements humains, sur le fait de mettre plus de temps transversaux, d'organiser notre vie régionale collective. Donc, déficit attendu, pas son ampleur, donc c'est forcément à un moment donné une crise, en tout cas qui nous met en difficulté par rapport aux choix qu'on a fait, mais on a bien décidé de continuer dans les choix stratégiques que nous avons engagés en 2018, parce qu'on a conscience et on espère, on fait tout pour rebondir en 2019 et finalement tracer une autre ligne. Mais l'autre ligne n'est pas encore finie parce qu'à l'échelle de cette région Occitanie, par exemple, on va certainement avoir des questions à se poser sur notre format juridique. Non pas le statut juridique d'association, mais la question aujourd'hui de l'entité unique comme nous avons, donc une association juridique qui est ensuite implantée sur des antennes départementales avec des équipes territoriales. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas le modèle aussi qui nous convient et qui convient pas non plus au territoire, aux besoins? On est très ancrés, nous, dans la politique de la ville. C'était un des premiers fondamentaux de notre action, apporter, dynamiser, faire vivre la culture scientifique dans les quartiers dits politiques de la ville. Comment aussi, à une échelle région, quand même, on arrive à garder cette proximité? Donc, il faut qu'on se pose des questions peut-être d'ensemblier, de dynamique nouvelle, en tout cas, à générer pour notre projet. C'est quand même intéressant, l'histoire du statut. C'est pourquoi garder un statut associatif en connaissant les limites de ce statut, alors que de plus en plus décident de passer en SCOP, voire en SIC. C'est intéressant, les SIC, parce que là, c'est ouvert à toutes les bonnes volontés, à toutes les bonnes bourses. Alors, c'est bien que vous le souliez parce que j'ai travaillé à la CGSCOP pendant 5 ans sur les SIC. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé, ça a été un des premiers regards que tous ont porté en se disant, bon, ils ont embauché ce directeur parce qu'ils veulent qu'on se transforme en SIC. Donc, je leur ai dit tout de suite, quand j'étais à la CGSCOP, je conseillais le plus souvent aux gens de ne pas se transformer en SIC. Parce que les raisons qui amenaient à la transformation en SIC n'étaient pas forcément les bonnes. Et souvent, d'ailleurs, vous verrez en SIC que le modèle socio-économique sera bien mieux. Non, ça ne va rien changer. Par contre, effectivement, ce que j'ai appris des SIC et qui porte profondément ce qu'on essaie de mener ensemble collectivement dans l'assaut, c'est dire, oui, par contre, intégrer les différentes parties prenantes, et c'est ce que je disais à l'organisation, ça, c'est effectivement un point clé de notre modèle socio-économique de demain. Et quand moi, je suis arrivé et que j'ai observé l'association à mon arrivée, on voyait une petite équipe bénévole essentiellement limitée au conseil d'administration, une équipe salariée dense, mais finalement très peu impliquée, mais très peu impliquée par le droit, par la structuration dans le projet associatif, et pour le coup, pour l'instant, des parties prenantes très intégrées dans nos actions, quand on est au quotidien, mais pas intégrées dans la pensée de notre projet. Et donc là, on est rentré dans une phase, par étapes. La première année, le plan stratégique, c'était vraiment réintégrer les salariés de droit dans la définition de notre projet commun, avec les équipes bénévoles, d'intégrer aussi les animateurs occasionnels, puisqu'on est dans le champ de l'animation, donc on a aussi des gens qui ne font que passer un temps donné, que l'on accompagne, que l'on forme, qui vont ensuite s'insérer ailleurs. Et puis demain, la place aussi des parties prenantes, alors dans les quartiers politiques de la ville et en dehors. Donc on rentre, et vous voyez, on ne pose pas la question du statut juridique. On pose juste d'abord la question de la place de ces différentes parties prenantes comme étant un point essentiel de notre subsistance, existence et intérêt à exister demain. Et c'est vrai que, quand je disais tout à l'heure, on s'éduque sur les modèles socio-économiques, on s'éduque aussi à ne pas être que porté sur le projet politique ou que être porté sur le projet économique, mais à dire, nous, fromage et dessert. C'est pas l'un ou l'autre. On veut les deux. Et on veut les deux parce que l'un et l'autre se nourrissent, l'un et l'autre sont essentiels. Que si on n'a pas l'un, on n'arrive pas à l'autre. Mais si on n'avait qu'à un moment donné un projet économique, à quoi bon ? Enfin, je veux dire, on peut aussi à un moment donné fermer le statut, notre structure et laisser la place à d'autres. Donc ça, c'est vrai que voilà, on est dans un temps en tout cas, et c'est ça qui est assez intéressant. Et finalement, même une crise qui est limitée, mais une crise de déficit aussi à un instant donné, permet aussi de conscientiser, de débattre aussi encore différemment de ça, et de bien voir à 3, 4 ans, 5 ans ce qu'on a envie d'essayer de faire. On n'est pas garanti d'y arriver. Mais en tout cas, oui, de bouger, de s'agiter, et finalement, de ne jamais rester statique. Et même après la phase qu'on vivra là, certainement qu'il y aura d'autres évolutions, il y aura aussi des gens d'après. C'est ça le point, en tout cas, essentiel qui nous porte. Et nous, dans le cadre de cet accompagnement, ça nous a permis, de modéliser un peu nos nouveaux flux financiers aussi, nos nouveaux liens entre antennes départementales, sièges régionales, nouveaux coûts complémentaires. Donc, un peu, en fait, de comprendre comment on fonctionnait économiquement, et puis de se poser aussi des questions sur les grands enjeux de demain. C'est-à-dire comment on va structurer notre modèle socio-économique demain. Alors oui, c'est la relation avec les partenaires, les subventions, porter encore mieux nos projets et nos revendications quand on monte des projets. C'est oui, avoir une complémentarité avec des revenus d'activité propres sur des actions spécifiques que l'on essaie de décliner. Mais c'est aussi réfléchir
et je reviens à ça, mais parce que c'est un point essentiel, à notre organisation. C'est-à-dire aux équipes salariées, au bénévolat, à l'émergence de nouvelles dynamiques finalement autour de notre statut associatif. Et ça, pleinement intégré à notre modèle socio-économique. Et c'est ça aussi, je pense, qui change dans le raisonnement ou dans la discussion qu'on peut avoir et qu'il y a eu à travers les différentes expérimentations. C'est de ne pas opposer la vision sociétale que peut porter le projet associatif à l'économique, mais de bien faire une liaison entre les deux comme étant une connexion fondamentale pour notre existence et notre avenir. Je demanderai après à Xavier et à Charles Benoît d'intervenir, mais décidément que ce soit à Tarbes ou à Toulouse, ça dépote les petits débrouillards. On essaye en tout cas. Juliette, ça dépote aussi à l'élite de l'enseignement. Peut-être pas autant qu'au petit débrouillard. On est dans une situation qui est certainement très différente. Et elle recouvre combien d'associations, votre ligue en Haute-Marne ? Alors en Haute-Marne, on a une centaine d'associations affiliées à la fédération. Oui. Et qui sont de quel type, de quel ordre parce que tout le monde ne se revendique pas ligue de l'enseignement. Donc, Non, tout le monde ne se revendique pas ligue de l'enseignement, en effet. On a une bonne moitié d'associations sportives, puisqu'on a 2 fédérations sportives au sein de notre fédération. On a sur l'autre moitié donc des associations qui œuvrent dans le champ éducatif, culturel, l'environnement et également un petit peu de solidarité internationale. Mais bon, essentiellement sur les champs culturels et éducatifs. Nous sommes dans une période de transition, transition énergétique, transition climatique, transition écologique, transition sociale aussi. Enfin, on parle de transformation sociale, mais une transition sociale. Ça implique quoi dans les démarches de la Ligue de l'enseignement et de son travail de terrain ? Alors, la Fédération de Haute-Marne a depuis longtemps pris la question du développement durable à bras-le-corps et a un service qui lui est dédié, qui est le service citoyenneté, environnement, développement, qui a la particularité d'avoir donc 2 salariés qui travaillent sur ce service et qui ne sont pas au siège, qui sont sur un territoire. On a un peu parlé de territoire et je pense que c'est vraiment un des enjeux qui sont très très forts à travers les associations qu'on a pu voir ces 2 derniers jours et aussi dans le cadre de réseaux, de têtes de réseau comme les nôtres. Donc ils sont implantés sur un territoire que vous connaissez du coup, qui est Auberive, pas très très loin de Courcelles-sur-Aujon, dont on a parlé il y a quelques instants, et sur le... C'est petit mais ils viennent en nombre, ça je peux vous assurer. Et sur le territoire du futur parc national de forêts, de feuillus, de chênes, de Champagne et de Bourgogne. L'appel au rameau répondait à quelle question et à quel souci ? Alors, ça répondait à un engagement pris par nos élus lors de notre Assemblée générale en 2018, puisque nous étions dans une situation économique pas désespérée, mais quand même extrêmement fragile. Nous faisions un excédent, mais chez nous, les excédents sont toujours exceptionnels. On a plutôt, malheureusement, une tendance structurelle au déficit. Donc l'excédent s'expliquait, mais on savait que ce serait très, très compliqué de maintenir cette dynamique. Et l'engagement du conseil d'administration auprès des associations et des partenaires, c'était de travailler sur cette question du modèle économique, à ce moment-là, de la fédération. Que doit-on développer ? Peut-être que doit-on aussi arrêter en termes d'activité au sein de la fédération ? Comment également réinvestir nos associations dans le fonctionnement de la fédération ? Et l'appel à candidature du FONGEP est tombé dans la semaine ou les 2 semaines qui ont suivi notre Assemblée générale. Donc j'ai dû passer un petit coup de fil à ma présidente pour lui dire au fait on répond pas. Et puis dans l'heure qui avait suivi, on avait répondu à l'appel. Et pour nous, ce qui était vraiment important, c'était d'avoir un accompagnement qui nous permettait de nous extraire du quotidien, puisque ça a été dit plusieurs fois, on est effectivement toujours la tête dans le guidon, et on a besoin de ces espaces. Donc nous, ça a été un de nos espaces réflexifs, comme ceux évoqués par le LISRA hier, que de venir sur ces journées du rameau à Paris régulièrement avec ma présidente, puisque l'une des demandes sur cette expérimentation, c'était autant que possible
qu'il y ait à la fois un élu et un salarié d'engagé sur le suivi. Donc ma présidente, qui est en activité, qui a 40 ans, a demandé des autorisations d'absence pour pouvoir venir à chaque fois, ce qui n'est pas complètement anodin non plus en termes d'engagement, mais ça lui tenait vraiment à cœur. C'est une présidente qui est là que depuis 1 an et quelques, suite au décès de notre ancien président, donc elle est arrivée dans des conditions un petit peu difficiles, mais ça lui tenait vraiment à cœur de pouvoir s'investir dans ce travail et de ne pas le laisser que aux salariés, ou en l'occurrence à la directrice, et pas non plus uniquement aux administrateurs. J'ai du mal à appuyer. Merci. Aux administrateurs les plus chevronnés de la fédération. Un instant de faiblesse, aux administrateurs les plus chevronnés de la fédération, mais de pouvoir, elle aussi, s'impliquer dans cette dimension-là, qui n'est pas la dimension socio-économique, la question même du modèle économique. Ça ne fait pas partie de son quotidien professionnel du tout. Chaque département a son association de Ligue de l'enseignement. Alors, il y a une fédération de la Ligue dans chaque département, oui. Et on a également des unions régionales. Alors, vous dites, j'avais besoin, et grâce au FONGEP et à cette recherche-action, j'ai eu la possibilité de m'extraire un tout petit peu, de lever la tête du guidon. Mais est-ce qu'avec la fédération, vous êtes quand même un groupement de force, est-ce que vous n'avez pas la possibilité, tous ou toutes, de réfléchir sur d'autres modèles d'activité, d'action, d'orientation ? Question épineuse. Alors, nous, on est une toute petite fédération de la Ligue de l'enseignement. Et donc, moi, au sein de la Fédé, de fait, j'ai à la fois une fonction de direction et puis des fonctions opérationnelles. Donc, au niveau de la fédération, c'est très, très compliqué. On a un espace de ce type au niveau de l'union régionale, mais notre union régionale est issue de la fusion des régions. Donc, on est en Grand Est, donc Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. 3 unions régionales qui ont fusionné, donc aussi de nouveaux modes de travail à trouver entre nous. C'est un peu le foutoir, hein. C'est-à-dire les élus de Chaumont, par exemple, vont se réunir à Strasbourg. Ça coûte un tout petit peu et puis ça fait perdre pas mal de temps. Mais bon. Oui, mais c'est du temps qu'on prend pour échanger. C'est aussi des espaces réflexifs, ça devient des espaces de réflexion, ces temps-là, le tout étant de pouvoir les prendre. Voilà, c'est aussi toujours un peu compliqué. Et c'est surtout le foutoir au niveau de la SNCF, mais ça c'est un autre débat. Et il y a bien des espaces, je vous rassure, au niveau confédéral, évidemment, pour travailler entre dirigeants ou entre élus des fédérations. Toutefois, il y a quelques limites. Je vous disais, nous, on est vraiment une petite fédération et c'est pas toujours évident de trouver complètement des points de convergence entre les fédés. Il y a un certain nombre d'activités que nous ne menons absolument pas en Haute-Marne et qui sont souvent des activités fortes pour d'autres fédérations. Cependant, le confédéral a met en place un programme d'accompagnement et de formation pour les salariés et les élus. Et cette année, il y avait une formation sur les questions de stratégie qui a été proposée, à laquelle j'ai participé. Donc c'était juste après la fin de nos travaux avec le Rameau, et ils ont été pour le coup très intéressés par le regard et le travail qu'on avait pu fournir et justement quelle complémentarité je faisais entre à mon niveau cette expérimentation et la formation, l'accompagnement que proposait le Confédéral. Et il nous propose aussi un accompagnement sur justement notre projet associatif, qu'on appelle généralement un projet fédéral et qu'on remet sur le métier à échéance régulière. En Haute-Marne, on avait un projet fédéral 2014-2020 qu'on calquait en termes de durée sur les programmations leaders. Les territoires ruraux sauront de quoi je parle. Mais finalement, c'est une temporalité qui est très longue, qui est très très longue, 7 ans, pour un projet fédéral et qui... Tout en, évidemment, il nous est toujours possible de l'évaluer régulièrement, de revenir dessus. Malgré tout, ça reste notre charte de référence pendant 7 ans. Donc, l'expérimentation là, c'était aussi se dire comment on va évaluer ce projet qui arrive à échéance en 2020 et comment on va rebondir pour le projet suivant. Sachant qu'en Haute-Marne, on a une assez belle tradition
avec notre ancien directeur en termes d'évaluation et d'utilité sociale. On en a entendu parler également ces 2 derniers jours. On avait peut-être été un peu précurseur, puisque déjà en 2010, on avait travaillé sur un chantier local en Haute-Marne autour des critères d'utilité sociale, chantier qui était partagé par les fédérations. On avait travaillé avec les foyers ruraux à l'époque, également avec des associations locales, puisqu'en Haute-Marne, il n'y a pas beaucoup de têtes de réseau. On est toujours un petit département, mais notamment... Mais non, vous faites pas du mal. non, petit département, mais grande dynamique. La maison de Courcelles avait été associée, et puis pas mal d'associations locales engagées sur ces questions, et on avait abouti à une charte d'utilité sociale. Alors il y avait 2 éléments. Il y avait une charte qu'on avait souhaité partager avec les pouvoirs publics, et co-signé entre têtes de réseau et collectivités ou pouvoir public. Et finalement, que je ne vous dise pas de bêtises, mais je crois que seulement le pays de Langres, qui est une forme de collectivité, s'était engagé sur cette charte, et les autres collectivités n'ont pas souhaité aller plus loin, tout en reconnaissant tout l'intérêt de ce travail, toute son utilité. En étant venus régulièrement, ils étaient invités à des temps de travail. Mais voilà, ils ont reconnu l'intérêt de la charte, ils ont reconnu également tout l'intérêt de la grille d'évaluation qu'on avait mis en œuvre. Et aujourd'hui encore, quand j'ai à remplir la fameuse... En général, c'est le point numéro 5, je ne sais plus trop, là, l'évaluation sur les CERFA. Quelle est votre méthode d'évaluation ? Moi, j'utilise toujours cette grille de lecture qui avait été co-construite par les acteurs associatifs du territoire et qui met en avant la question des dynamiques associatives, la question de la plus-value culturelle pour les habitants. Enfin, on a 9 critères, si ma mémoire est bonne, sur ces questions-là. Voilà. Je suis un petit peu, je sais pas par rapport à la Haute-Marne, mais par rapport à la ruralité, sur la charte de l'utilité sociale, je trouve ça intéressant. Le pays langrois, c'est, je crois, 150 communes pour 40 000 habitants, avec un problème de mobilité. Et on a inventé les transports à la demande. Donc les jeunes qui ont besoin d'une formation peuvent bénéficier via une association solidaire du prêt d'un scooter, par exemple. On peut utiliser un transport en commun ou un taxi, un transport individuel à raison de 3 € aller-retour. Enfin, c'est le genre de mise en place qui a été faite, qui est assez remarquable d'ailleurs. Alors en effet, le transport à la demande existe toujours. Je ne connais pas les statistiques d'utilisation, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est en effet très utile, notamment pour les jeunes. C'est vrai qu'on retrouve toujours cette proposition du transport à la demande sur tous les forums qui sont organisés au niveau de la mission locale, par exemple. En revanche, il y avait également une association qui s'était montée sur... effectivement, le prêt de scooter pour les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, qui pouvaient avoir un stage ou rentrer en emploi. Cette association-là, elle a subi en revanche de plein fouet l'arrêt des emplois aidés. Elle s'était aussi développée au niveau départemental et à l'heure actuelle, on recherche de nouveau des solutions sur chaque territoire, au niveau du Pays de Langres, autour de Chaumont et sur le nord du département, pour offrir de nouveau ce service-là aux jeunes et aux moins jeunes. Très bien. Xavier Charles Benoît, je vais vous demander quelques commentaires, mais assez rapides, de façon à ce qu'on puisse établir le dialogue avec nos amis. Oui, Xavier. Alors rapide. Justement, pour nourrir le dialogue, il y a peut-être un point de méthodologie qui a besoin d'être rappelé rapidement, et puis après peut-être un élément sur les impacts et les effets. Sur la méthodologie, il y a plusieurs mots qui ont été abordés, mais qu'on n'a pas forcément décrits aujourd'hui, sur l'accompagnement, sur l'idée de parcours, etc. Et donc effectivement, la démarche qui a été mise en œuvre, c'est une démarche qui visait à donner du pouvoir d'agir aux 12 têtes de réseau qui étaient partie prenante de la démarche, et de les aider en fait à se questionner, à réfléchir et à redéfinir un certain nombre de choses, non pas sur la base d'idées préconçues ou de conclusions qui auraient été déjà posées en amont, mais plutôt en partageant dans des temps collectifs et des temps individuels des éléments d'outillage qui permettent, comme le disait Jean tout à l'heure, de stabiliser des éléments de vocabulaire, de se les approprier dans le collectif des 12, mais aussi avec la gouvernance
gouvernance et les parties prenantes de chaque tête de réseau. Donc c'est bien une logique d'accompagnement qui a prévalu, et donc évidemment dans l'esprit que Charles Benoît évoquait tout à l'heure, dans une logique empirique et dans une logique de recherche-action. Donc ça c'est un point qui est assez essentiel, parce que on peut à la fois avoir des outils et avoir des éléments de proposition, sans pour autant que ces outils soient des passages obligés, des figures imposées, et sans pour autant que ça ne nuise en fait au questionnement. Parce qu'en fait, la plus-value de l'accompagnement dans cette démarche FONGEP, c'est bien de s'auto-saisir et de s'auto-questionner. Le but n'est pas de dire tu dois arriver à tel modèle et il y a des leviers qui sont meilleurs que d'autres. Ça, c'était pas du tout le sujet. Donc ça, c'est un point qui me semble important par rapport aux questions qui pourraient venir ensuite. Et après, sur les effets, il y a plusieurs choses qui ont été dites par les trois représentants des têtes de réseau. Moi, j'aurais envie d'insister sur plusieurs points. Il y a évidemment la prise de recul qui est une évidence, mais je dirais qu'elle existe dans plein d'autres formats, mais c'est une plus-value et un élément d'impact et d'effet qui est tout à fait nécessaire. Et par rapport à la question que posait Philippe tout à l'heure à Jean, en fait la question c'est pas que c'est un tabou, c'est qu'en fait on ne se donne pas le temps, pour des raisons notamment de ressources humaines, enfin de capacité à réfléchir, à travailler ensemble, à fabriquer des groupes, etc. On ne se donne pas le temps en fait de réfléchir à ce sujet du modèle économique et surtout à l'articuler en fait avec les autres dimensions du projet. Et une des plus-values, me semble-t-il, de l'accompagnement, en tout cas c'est comme ça que j'aurais envie de le dire, c'est qu'on a introduit un temps qui est un temps plutôt stratégique, à côté, et pas en remplacement, d'un temps qui est un temps politique et d'un temps qui est un temps opérationnel. Et le temps opérationnel, il a tendance, dans beaucoup des associations, des structures et des têtes de réseau, à prendre en fait un poids considérable qui rend impossible, ou en tout cas extrêmement difficile, la possibilité d'avoir un autre temps. Et ce temps stratégique, alors je ne sais pas, comme dit Juliette, est-ce que c'est du 5 ans, du 7 ans, du 3 ans? Bon, je dirais à la limite, on peut avoir autant d'écoles et autant de besoins qu'on a d'associations et de têtes de réseau, mais par contre, c'est important en fait de se dire que c'est ça. Et donc, si c'est un temps stratégique, ça suppose aussi qu'on ait une mobilisation de parties prenantes internes et externes qui ne soient pas exactement les mêmes que les instances qui sont là pour d'autres types de décisions et d'autres types de documentation, le temps politique et le temps opérationnel. Il y a un autre point sur lequel je pense c'est important de se le dire, en tout cas c'est mon ressenti, c'est qu'on peut se questionner sans tabou, c'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas avoir des œillères, c'est de ne pas d'avoir des partis pris, c'est de se questionner de manière assez libre sur mes ambitions, sur mes leviers, sur l'endroit où j'ai envie d'aller. Et c'est seulement le principe de réalité et la mise en débat de ces éléments-là qui, à terme, amène à faire des choix. Et donc le fait d'avoir un endroit ou un espace ou une méthode qui permet en fait d'ouvrir des dossiers, sans se dire non, ça c'est un dossier que je ne peux pas regarder parce qu'il est trop ceci, trop cela, etc. C'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup de valeur. Et puis, les deux derniers points, il y a, me semble-t-il, une plus-value importante sur la possibilité que ça offre de réarticuler les objectifs et les actions. C'est-à-dire qu'on a, je pense, assez souvent des catalogues d'actions ou des listes d'actions pour lesquelles, en fait, comme on n'a pas remis ça en questionnement, on y met les uns et les autres y mettent des choses différentes. Et donc le fait de pouvoir dire en fait quel est le sens de cette action et de se poser, de faire une carotte en disant on ne peut pas faire ça tous les matins parce que tous les matins l'action il faut la mettre en œuvre. Mais par contre de temps en temps on a besoin de vérifier que ce que l'on fait répond bien à des objectifs stratégiques et politiques et vérifier qu'on n'est pas en train de faire fausse route et dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on quitte un peu l'équilibre ou l'équidistance entre les deux dimensions. Et le dernier point, et je m'en arrête là, c'est la question du temps. C'est-à-dire qu'en fait, par cette démarche-là, je pense qu'un certain nombre de têtes de réseau, et en particulier celles qui sont ici, et je pense notamment au CRIJ, en fait, ont pu se réacheter du temps. Parce qu'on était dans une urgence, et que l'urgence, si on l'avait traitée, si on avait pris des décisions stratégiques qui répondaient à une situation d'urgence, je pense qu'on faisait fausse route. Et donc soit on acceptait des choses qui étaient inacceptables, soit on ne l'acceptait pas aujourd'hui, mais on se mettait en situation de l'accepter demain de facto. Et donc je pense que la démarche de réflexion, d'auto-réflexion guidée sur le modèle économique en lien avec les activités et en lien avec les ambitions stratégiques et politiques, c'est un moyen de se réacheter du temps quand on n'en a pas. Alors ça ne fait pas des miracles, hein, évidemment, mais c'est une source de prise de recul pour soi, mais aussi de prise de recul en termes de temporalité. J'ai peur parce que Charles Benoît va parler.
Non, parce que quand Ça on va être très s'appelle court. Heitzik, on est pétillant. Mais je vais vous demander de pétiller en 1 minute. Je vais pétiller en 1 minute. D'abord, je veux juste redire l'importance de pouvoir prendre le temps de se projeter vers où on veut aller pour sortir de l'injonction du quotidien. Ça, c'est dit. Deuxième point, je voudrais vraiment insister sur... On a vu là 3 exemples très intéressants, chacun dans leur logique, mais j'ai déjà donné ce qui me semblait très intéressant, c'est comment est-ce qu'on rentre dans un dialogue où on se sert de la façon dont dialogue l'autre pour lui faire la pédagogie de qui on est. Je voudrais prendre les 2 exemples qu'on a eus après pour réaffirmer la réelle capacité d'innovation associative, de proximité, de terrain qui préfigure ce dont on va se saisir. Et je voudrais revenir sur le témoignage de la Ligue de l'enseignement sur 2010, la charte de l'utilité sociale. Quand on sait que... Et de pouvoir la rediscuter avec les acteurs de proximité, quand on sait qu'il a... En 2013, il y a eu la charte de réengagement réciproque qui incluait cette fois-ci pour la première fois les collectivités territoriales et qu'aujourd'hui on est dans une forme d'injonction d'une utilité sociale qu'on ne sait pas définir concrètement mais dont on dit que c'est ça qu'il faut faire. Souvenons-nous qu'en 2010, vous avez fait une proposition de quelque chose d'intéressant et qui partait non pas d'une injonction de qui que ce soit, de la réalité de terrain de ce que vous aviez constaté. C'est ça la capacité associative. Et pouvoir finalement anticiper en écoutant plus cette capacité-là, ça n'a pas de prix. En revanche, ça a une grande valeur. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est tout ça, où est-ce qu'on le capitalise ? Qui l'a su ? Parce que c'est ultra important ce que vous dites. Qui l'a su ? Et je voudrais dire que cette notion d'une capitalisation active, qui n'est pas une capitalisation pour avoir, capitaliser pour capitaliser, elle est structurante. On en apprend tous les jours. J'apprenais ce matin, grâce à nos amis des petits débrouillards, qu'ils s'étaient débrouillés pour réduire d'1/3 leur déficit de l'année dernière parce qu'ils ont pu utiliser une forme de passer en investissement et en amortissement leur logique RH sur les sujets de capitalisation. Génial. Qui le sait, ça ? Qui l'a utilisé ? Finalement, et c'est pas une capitalisation désincarnée. Je ne sais pas si ce qui a été fait pour les petits débrouillards en Occitanie pourra servir aux petits débrouillards d'une manière générale et à l'ensemble de l'univers associatif ou de l'autre. Ce que je sais, c'est que ça a une vraie valeur parce que ça a répondu ici et maintenant aux besoins. Et ce que je sais aussi, c'est que je ne suis pas certain que la charte que vous ayez fait du côté de Langres, en Haute-Marne, finalement soit universelle à tout le monde, mais ce que je sais, c'est qu'elle répond exactement aux besoins qui étaient là à ce moment-là. Comment ça, on garde mémoire de ça ? Parce que si on ne garde pas mémoire de ça, alors il ne faudra pas s'étonner que quand l'écosystème dans son ensemble comprend la nécessité de le faire, l'engagement réciproque en 2013 pour le ministère, ou aujourd'hui cette question de l'utilité sociale, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le fait concrètement ? Eh bien si on ne part pas de ces racines-là, alors il est fort à craindre qu'on aille vers des choses totalement déracinées. Et cette capitalisation dans le temps, si on ne le prend pas aujourd'hui, eh bien c'est les générations d'après qui ne vont pas le faire. Et c'est pour ça qu'on dit attention, attention, préservons les modèles socio-économiques d'intérêt général, parce que ça, c'est du financement d'intérêt général dont on a besoin. Charles Benoît, on va prendre donc le temps de questions. Je regarde en même temps le tableau. Apparemment, votre Spoons a bien plu à Yann Chaput. Hein. Il nous a fait une fusée avec un Spoons. Oui. Oui, bonjour, Pierrick Rivière. Je suis donc délégué régional du FONGEP de l'île de la Réunion. J'aimerais donc revenir un petit peu sur... on a entendu parler tout à l'heure de statut juridique. À l'île de la Réunion, on voit actuellement beaucoup de sociétés publiques locales se développer, les SPL. Nos élus politiques sont très friands. On sait très bien pourquoi d'ailleurs. Et puis, beaucoup d'associations, justement, peut-être, pour essayer d'avoir une certaine assurance, justement, économiquement parlant, se dirigent vers ces SPL. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu votre ressenti, votre regard par rapport aux SPL. Merci. En fait, il y va des SPL comme des SIC. Tout dépend de votre projet. Si votre projet est de devenir un opérateur de proximité, alors oui, sans doute, ces outils-là sont des outils absolument essentiels.
Si la volonté des acteurs associatifs d'intérêt général est de rester des structures associatives d'intérêt général, alors ce n'est par définition pas l'outil adapté. La question, elle est toujours celle du choix. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on réaffirme la diversité des modèles et la capacité à faire vivre ces différents modèles? Qu'est-ce que serait la recherche scientifique s'il n'y avait pas l'INSERM et le CNRS? Je veux dire, et je ne connais pas d'acteur aujourd'hui, quel qu'il soit, qui ait inventé des modèles socio-économiques pour faire de cette approche de territorialité dont on vient de parler un modèle rentable. Je ne connais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que collectivement, on en a besoin comme on a besoin de l'INSERM ou d'une CNRS. Donc la question, c'est est-ce que votre besoin territorialement, c'est un service de proximité ou ce sont des structures d'intérêt général? Et j'allais dire, parce que moi aussi, c'est fromage et dessert, et ça aussi, je le disais avant, actuellement, ça se voit d'ailleurs, puis avec du champagne, ça, ce qui va bien, c'est que les deux vont bien. Mais quelque part, il faut les deux. Donc pourquoi on oppose? Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller vers le modèle unique où il n'y aurait que tel outil qui répondrait mieux que les autres? Non, non, non. Dans un territoire, on a besoin de cette diversité-là parce que chaque modèle apporte à la fois une richesse et des limites dans le modèle qui est derrière. Et la vraie co-construction du bien commun, c'est quand on aura compris comment est-ce qu'on articule au mieux cette diversité des projets pour qu'on puisse collectivement faire effet de levier. 1 + 1 = 3. Donc oui, bien sûr, c'est un très bon modèle juridique, mais en tous les cas, pas pour les actions d'intérêt général, puisque par définition, il ne permettra pas de faire ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire à la fois d'être le lieu de l'engagement et à la fois de faire cette R&D sociétale, puisque les temps ne sont pas les mêmes. Les temps, vous comprenez bien que les temps de l'action ne sont pas ceux du temps de la réflexion, d'observer, de pouvoir capitaliser ces sujets-là. C'est d'autres logiques. Et aujourd'hui, on n'a pas inventé un modèle économique qui arrive à faire les deux en même temps. J'en connais pas, ni public ni privé. Hein. Xavier, il est comment au boulot, Charles Benoît? Il est comme il est là, passionnant. Il faut courir un peu après lui, mais ça va. On s'y fait. Comment dire, moi qui ai été à l'école de France Active, ce qu'on peut dire, c'est que quand on a un projet où la porte d'entrée, c'est les revenus ou les statuts, c'est en général pas un très bon indice de la pertinence et de la solidité de ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, la question des outils, elle vient après avoir posé la question du quoi, ou mieux encore, elle se construit chemin faisant. C'est-à-dire, je travaille sur le quoi, je réfléchis sur les outils, et parce que je réfléchis sur les outils, ça peut avoir un impact sur mon positionnement, mon ambition, etc. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que, et j'aime beaucoup aimer ce qu'a dit Jean tout à l'heure, avec son expérience précédente à la CGScope, je trouve, comment dire, les outils juridiques doivent intervenir au bon moment, ils ont une importance considérable, notamment dans la complexification des modèles qui sont les vôtres. Hein. Donc, comment dire, le poids du juridique devient important aujourd'hui, mais ça n'est qu'un outil, de la même manière que le modèle économique n'est qu'un outil au service du projet et de l'ambition, et certainement pas l'inverse. Et donc je pense qu'il faut toujours reposer ces questions-là à l'aune de ce qu'on a envie de faire. Et de ce qu'on a envie de faire, c'est pas un porteur de projet, parce qu'on n'est pas dans une logique entrepreneuriale, c'est un certain nombre de parties prenantes et un territoire qui disent, voilà, par rapport à nos préoccupations, par rapport à nos sujets et aux collectifs qui travaillent sur ces sujets, quelles sont les bonnes approches et les bons outils, les bonnes méthodes. Donc la première question, c'est pour qui? Oui. Quoi et pour qui, oui, absolument. Oui, d'autres... monsieur, oui. Non. Non, mais avec là, la grève des techniciens de Radio France, en ce moment, ça ne marche pas. Oui, Jean-Louis Durand-Drouin, le secours populaire. Je trouve passionnantes les débats et les discussions qui, depuis hier, sont menées, et puis ça va se poursuivre cet après-midi, sur cette problématique des modèles socio-économiques et de ces évolutions considérables dans le champ de fonctionnement des associations et dans la problématique des territoires et des acteurs. Hein. En même temps, je m'étonne un peu de l'absence, mais forte, de la dimension européenne. Parce que si on parle de territoire, alors on les a déclinés continuellement au fil de ces séances, c'est-à-dire
de la commune de 50 habitants en Haute-Marne jusqu'au territoire national, ne serait-ce qu'au travers des financements et des politiques nationales qui sont... Et bien entendu, la réforme territoriale récente et le rôle du département toujours sont présents. Et c'est comme si la problématique de cette nouvelle approche de la proximité se résumait à l'environnement immédiat géographique de là où nous sommes tous en tant qu'association, et que dans un deuxième temps, on pourrait penser à un élargissement. C'est-à-dire à l'époque de la mondialisation dont on nous parle tant, la question de l'Europe qui est un territoire et auquel nos régions en particulier, dans une relation dialectique, sont extrêmement articulées aujourd'hui, devrait, à mon sens, d'emblée, dans notre réflexion, faire partie du lot. Enfin, voilà. Je pense que c'est vrai au niveau du territoire, c'est vrai au niveau des acteurs, et je pense qu'il y aurait certainement à réfléchir, notamment au niveau du FONGEP, en tant qu'outil extraordinaire d'animation de ce réseau et de transformation de ce réseau des associations, le rôle qu'il pourrait jouer dans une démarche où la dimension européenne serait prise en compte. Je prends un exemple. Dans la fédération du Pas-de-Calais, du Secours populaire, on a imaginé un projet qui consiste à donner... par rapport à toutes les activités d'une association qui fait la solidarité, hein. Le vestiaire, l'aide alimentaire, l'accompagnement des jeunes, l'accueil des migrants, bref. On s'est demandé comment on pourrait traiter la question de l'environnement, c'est-à-dire pauvreté et environnement, à quoi ça nous conduit, quelle dimension environnementale pourrait-on donner à toutes nos initiatives. On a fait une espèce de référentiel qui va du changement de la lampe LED du local jusqu'à la façon dont on se transporte dans la ville, en passant par toutes les activités de fabrication du petit pot pour les mamans ou d'autres, ou les packaging de l'aide alimentaire, ce qu'on en devient, etc. On a fait une espèce de référentiel et on a travaillé là-dessus avec un comité de pilotage qui relie tous les acteurs d'un territoire limité. Hein, c'est un département. Et on a essayé de l'imaginer dans une dimension européenne et de voir avec trois autres associations comment, ensemble, on pourrait aller dans cette direction. Alors, c'est un exemple concret. Comment donner une dimension environnementale à une association qui travaille pour la solidarité. Mais en fait, je pense que c'est une dimension qu'il faut inclure dès le début, ne serait-ce que par rapport au financement qui passe par la région généralement. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui... Il nous reste 5 minutes. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolé hein, de faire le sécateur. Je préfère les greffes que les coupures. Oui, Jean-Louis. Oui, je reprends la parole 1 minute parce qu'on vient de parler du CNRS en disant que c'était utile, donc c'est au titre du CNRS que je vais maintenant m'exprimer, peut-être. En tout cas, ce qui me semble très intéressant dans la discussion, c'est la question des alliances. Quelles sont les alliances pertinentes ? Vous l'avez noté, mais je pense que si on veut qu'il y ait des alliances qui soient crédibles, il faut que nous désignions des adversaires. Sinon, c'est un discours gentillet sur lequel tout le monde peut être d'accord, mais quels sont les adversaires auxquels on s'oppose ? Si l'intérêt général n'est pas réalisé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des forces particulièrement importantes dans notre société qui s'y opposent. Tant qu'on ne désignera pas ces forces, je crois que l'on ne peut pas avancer. Je prendrai un exemple, je veux vexer personne, donc je prendrai un exemple un peu à l'extérieur parce que je crois que l'international aide toujours à comprendre. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y a aujourd'hui... On va couper le micro. Non, il y a... Non, mais ils sont d'une immense sensibilité. En Amérique du Sud, prenons un exemple aujourd'hui. Il y a 2 sciences qui s'opposent. Il y a une science qui aujourd'hui est en train de vouloir adapter, y compris en Amazonie, un modèle productiviste étayé par un certain nombre de grands groupes et qui est en train de tuer d'autres formes de vie. Donc tout le monde ne veut pas préserver la diversité aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis à côté de ça,
des scientifiques qui s'engagent avec des paysans et avec des mouvements indigènes pour faire vivre des formes d'agroécologie. Il faut qu'on arrive à trouver aujourd'hui en France où sont les oppositions, où sont les adversaires, pour qu'on arrive à comprendre comment est-ce qu'on peut agir ensemble. Je finis en saisissant la balle que Philippe me tendait au bon ce matin. Moi, j'ai essayé aussi de réfléchir à cela, et c'est vrai qu'en me basant sur l'expérimentation qui a été faite pour le FONGEP et aussi d'autres expériences, je vais proposer au débat à la rentrée un livre sur réinventer l'association, qui essaiera de dire pourquoi à la fois dans le monde aujourd'hui, l'association est partout en train de se réinventer, et quelles sont les forces qui veulent que ça ne se fasse pas. Merci Jean. Je trouve que ce serait une belle conclusion, même si vous avez encore plein de questions, parce que vous pouvez les noter sur papier. Il y aura encore des échanges cet après-midi. Ils sont autorisés pendant la phase ancrage à 15h. Oui, bien sûr. Donc il y aura encore des échanges, évidemment. Faut-il vous souhaiter bon appétit, en tout cas une bonne respiration. Oui. Ah ben même les forces étatiques sournoises coupent les micros. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. Je partage complètement ce qui vient d'être dit sur la question des alliances. Et je vais mixer... Attends, Charles Benoît. Allô, allô. Je partage totalement ce qui vient d'être dit. Et je pense que c'est très bien que les deux interventions aient lieu l'une après l'autre. Parce que si vous voulez une réflexion sur la logique, notamment du lien avec les entreprises, le réseau qui a sans doute été précurseur en France dès 2008 pour mener une réflexion de fond sur le sujet, quel type d'alliance peut être faite avec les entreprises, a été faite par le Secours populaire. Et je vous invite d'écouter Henriette Schrenberg sur ce sujet-là. C'est vraiment une démarche absolument exemplaire. Et ce qu'a dit Jean-Louis Delville est fondamental. Mais il ne faudrait pas donner à un statut seul la responsabilité. Oui, je pense qu'on est tous d'accord, et c'est le fondement même de notre réflexion sur le modèle économique. La problématique majeure qui est derrière, c'est la confusion entre financiarisation et économie. Donc revenons à la véritable économie. Mais vous disiez, et donc on est d'accord, toute économie prédatrice n'étant pas sur le long cours, donc forcément tout ça on est complètement d'accord, et analysons jusqu'au bout les raisons qui font en sorte que cette économie prédatrice puisse continuer. Deuxième point, notre ennemi commun, je pense, on l'a tous identifié. C'est les 5% de patrons voyous, mais aussi les 5% d'associations de malfaiteurs, mais aussi les 5% de politiciens véreux, qui font en sorte qu'au lieu de s'intéresser aux 95% des acteurs qui, dans tous les milieux, essayent de faire bien leur job, eh bien, on va accuser ou stigmatiser telle ou telle population. Et je pense que notre vraie logique de la co-construction du bien commun, c'est de ne pas nous tromper d'adversaire. Merci Charles Benoît, merci Xavier, merci Isabelle, merci Jean, merci Jean.